Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. Le premier obstacle pour Nimitz, ses 19 porte-avions et ses marines, se nomme Tarawa. Tarawa, c'est une simple piste d'atterrissage sur un îlot minuscule, mais il est réputé imprenable. Ces hommes le savent, comme ils savent que beaucoup d'entre eux seront tués dès demain matin. L'état-major souhaite tirer des enseignements de cet assaut. Les marines ont placé pour la première fois des caméras à bord de leur péniche de débarquement. À l'approche de la côte, la progression des péniches est contrariée par les récifs. La marée est trop basse. Les marines doivent se jeter à l'eau. Instantanément, un bombardement écrase les navires échoués. Parmi les hommes qui tentent de gagner à pied le rivage, très peu atteindront la plage. Les vagues suivantes finissent par prendre pied sur l'île. Tant bien que mal, les marines établissent une première tête de pont. Les Japonais résistent sur place, à l'abri de leur position retranchée. Les assauts se répètent, inutiles. Pour obtenir de telles images, les caméramens de combat se sont avancés jusqu'en première ligne. Leur témoignage annonce l'incroyable violence à laquelle il faudra désormais s'attendre dans le Pacifique. Le 23 novembre 1943, Tarawa est conquise après un bain de sang final. On est loin des rodomontades de l'amiral américain qui promettait à ses hommes « Nous n'allons pas seulement neutraliser Tarawa, nous allons la rayer de la carte. » Tandis que son homologue japonais déclarait à ses troupes « Même 1 million d'Américains ne sauraient s'emparer de cette île avant 100 ans. » Un tiers des marines a été tué ou blessé. L'Amérique a du mal à supporter ces scènes. Jusqu'à Tarawa, on avait expurgé les images de leurs détails les plus choquants. Il y en aura d'autres. Dans quelques mois, on n'aura plus le temps d'ensevelir les cadavres. C'est un bulldozer qui les recouvrira de terre. Après tant d'images glorieuses, le cinéma laisse entrevoir pour la première fois dans l'histoire ce qu'est vraiment la guerre. Et l'armée réclame sans cesse de nouvelles recrues. Il a fallu ramener l'âge du départ à la guerre de 21 à 18 ans. Les hommes mobilisés, la main-d'œuvre ouvrière fait rapidement défaut. Comme en Europe, lors de la Première Guerre mondiale, on fait appel aux femmes. Des campagnes médiatiques sont lancées pour les inciter à quitter leur foyer. La victoire est entre vos mains, avertissent les affiches. Même l'épouse du président, Eleanor Roosevelt, vient leur répéter que la vie de ceux qu'elles aiment est à la merci de leur travail dans l'industrie. Pour faire taire certains hommes qui reprochent aux ouvrières de se viriliser au contact de l'usine, le constructeur Boeing organise des cours de coiffure, de maquillage et de maintien afin de soigner leur quotient de féminité.
Les magazines féminins assurent que fabriquer une bombe est aussi simple que préparer un sauté de veau. Mettre en forme un hublot aussi aisé que réussir un soufflet. Chaque mois, le gouvernement commande des reportages de guerre à l'intention des ouvriers. Ces films sont chargés de leur montrer l'usage et l'efficacité des armes qu'ils fabriquent face à l'ennemi. Les employeurs ont constaté que le travail du personnel s'améliore sensiblement après ces projections. Dans Fighting Lady, ingénieurs et ouvriers de chez Grumman découvrent dans le ciel des îles Mariannes leur dernier né, le Hellcat. Les pilotes s'entraînent une dernière fois avant de lui offrir son baptême du feu. À la veille d'un combat, ils tentent de se changer les idées, de tuer le temps. Ils écrivent, en cas, un mot à la maison. Au matin de l'attaque, on leur recommande de se laver très soigneusement pour limiter l'infection en cas de blessure. Marcus, leur objectif, est un îlot fortifié tenu par les Japonais. Ces bombardiers harcèlent sans cesse les porte-avions américains. L'escadrille doit détruire son terrain et ses appareils. Quatre vagues de chasseurs et de bombardiers vont se succéder. L'attaque durera 10 heures. La DCA japonaise est parvenue à abattre 2 Hellcat. À leur retour vers les porte-avions, les escadrilles surprennent un hydravion japonais qui s'enfuit, un patrouilleur maritime Emily. Les pilotes reçoivent mission de l'abattre avant qu'ils préviennent Tokyo de la présence de la flotte américaine. Avant de s'engloutir, l'hydravion japonais a transmis ses informations. En début de soirée, l'aviation impériale retrouve le porte-avions américain. Sur le pont, des avions avec le plein d'essence et de bombes sont pris sous les tirs japonais. La chance est ce jour-là du côté des Américains, le porte-avions s'en sort indemne. Encore plus exposés que les marins, il y a les marines. Eux ne sont séparés des Japonais que par quelques mètres de jungle. Ils vivent dans la chaleur et l'humidité qui imprègnent tout d'odeurs insupportables. Des vêtements aux toiles de tente, du cuir qui moisit aux cadavres qu'on n'a pas le temps d'enterrer. Nourrir et armer ces hommes réclame une formidable logistique. Les lignes de communication sont si longues dans l'immensité du Pacifique qu'il faut mobiliser 18 hommes pour qu'un seul ait les moyens de se battre. Les soldats américains n'ont même pas droit à l'usage de boissons fortes pour se changer les idées. Exceptionnellement, une bière
très légère est autorisée. Alors reviennent les bonnes vieilles habitudes, abandonnées depuis la fin de la prohibition. Avec les mêmes conséquences. L'armée avait mobilisé les femmes à l'arrière dans les corps de santé au cours de la Première Guerre mondiale. Cette fois, c'est en première ligne que se préparent à monter les infirmières. Elles sont soumises à l'épreuve du feu par des officiers chargés de tester la solidité des vocations. Elles font taire ceux qui prédisaient qu'elles allaient s'enfuir à la première rafale. Il faudra tout de même attendre 1943 pour qu'une femme médecin soit autorisée à soigner un blessé. L'opinion publique s'est fait une image négative de ces femmes, à ses yeux excessivement masculines ou au contraire bien trop légères. Les rumeurs les concernant se feront si insistantes que le gouvernement vérifiera que ce n'est pas l'ennemi qui lance des campagnes de désinformation sur l'inconduite des femmes en uniforme. L'un des derniers secteurs à les admettre sera l'aéronautique. Pour piloter un avion, la sélection est des plus sévères. À l'école d'Avenger Field, au Texas, moins de 10% des femmes qui se sont présentées ont été retenues. Elles perfectionnent leur formation sur un simulateur de vol avant de prendre l'air. Leur contribution à l'effort de guerre consiste à faire du convoyage, à livrer leurs avions aux forces armées. Elles enlèvent les appareils qui sortent des usines de construction et les déposent sur les bases aériennes. D'autres missions sont beaucoup plus risquées. On leur fait traîner des cibles volantes pour entraîner les mitrailleurs débutants. Lorsque les pilotes masculins renoncent à voler sur un nouveau bombardier peu fiable, l'administration recrute 2 femmes qui se chargent avec succès des présentations en vol. Le 6 juin 1944, au Texas, ces pilotes saluent, comme 130 millions d'Américains, le succès du débarquement allié en Normandie. Huit jours plus tard, la radio leur annonce qu'à l'autre bout du monde, un nouveau débarquement est en cours, à Saipan, dans les îles Mariannes. De Saipan, le Japon est à portée de vol des bombardiers américains. La puissance militaire des États-Unis se manifeste sur ces images. L'Amérique est en mesure de lancer simultanément 2 armadas, l'une dans l'Atlantique, l'autre dans le Pacifique. Dans les navires, 20 000 hommes, dont 2 tiers de marine, préparent leurs armes à la veille de l'assaut. Les troupes débarquées sur l'île progressent avec difficulté. Les hommes sont sans cesse sur le qui-vive. Les contre-attaques des Japonais sont brutales, meurtrières. Ces images des combats sont tournées sous le contrôle des officiers de relations publiques, un corps nouveau chargé d'informer la presse. Ils ont été recrutés dans les grandes agences de publicité new-yorkaises. Leur mission, rendre la guerre la plus acceptable possible à l'opinion publique. C'est ce que Roosevelt et ses conseillers appellent « montrer une réalité restreinte ». Son but, mobiliser l'arrière, sans le démoraliser. Dans les images projetées aux civils, les blessés sont entourés, toujours secourus rapidement. On ne montre jamais ceux qui agonisent en hurlant pendant des heures, ceux qui se vident de leur sang entre les lignes ennemies. Au montage des films, on évite de montrer ces objets personnels retrouvés sur le champ de bataille, ou ces casques qui s'empilent, ceux des morts. Sur cette réalité de la guerre, sur ce qu'ils vivent, les hommes se taisent.